rien, ni l'oiseau, ni le saint. Il va sa route de nulle part, indifférent à l'imaginaire des gouffres. Ce n'est pourtant pas le néant, puisque la neige tombe, tombe, tombe dans les crevasses du temps. Vers les grands froids, les grands fonds, la banquise. Vers le vif, la lumière, l'étincelant, la splendeur, le pouvoir réfléchissant de la neige, son albédo. Vers l'intense, l'inland 6, l'hémisphère nord, l'axe de rotation de la Terre, là où méridien et fuseau horaire se rencontrent, grand nord, vrai nord, magnétique nord, au nord du nord. Nuit blanche, sommeil de minuit, jour polaire. En deçà et au-delà du cercle arctique, entre l'équinoxe de mars et les coulées de septembre, vers la glace de mer, dans l'incertitude des passages où tant d'explorateurs, voies navigables libres de glace, vers les icebergs. L'ours blanc qui se déplace rarement au-delà du 82e parallèle de latitude nord. Vers le bruant, le fulmar, la mouette tridactyle, le renard des neiges, le copépode, petit crustacé nourri de plancton sous la calotte glaciaire. Vers les dernières lueurs du jour, la nuit polaire, l'immuable de nuit, l'ancrage géographique de la nuit, le monde hyperboréal quand il gèle à pierre fendre, le désert blanc devenu noir, l'eau noire devenue blanche, vers la beauté fragile, la dérive continentale. Suivre la haute route, se rendre au Svalbard, naviguer entre les icebergs, longer des fjords, entrer dans la nuit polaire, n'avoir pour toute lampe que le halo déteint de la lune, vivre entre obscurité et blancheur dans le grand froid, la gueule ouverte du froid, l'immense gueule ouverte du froid. La banquise, l'Arctique. Géant polaire aux limites du possible, limite du vivant, limite des limites, presque l'inconcevable. Antarctique, mer de glace, baptême du feu de glace, calotte polaire, désert, sol gelé, permafrost, no man's land de vent et de glace, à l'extrême de tout, devant les glaciers de l'apocalypse, dans la démesure des formes où des sentinelles crient en silence, témoins millénaires. Patience des traces aussitôt recouvertes. Ravines comblées de neige fraîche sur des couches de neige fraîche tombées il y a 3 millions d'années. Sur les terres les plus froides, les plus sèches, dans l'innommé, le blanc aveugle, l'obscur scintillant, la beauté sauvage à 1000 milles de toute présence humaine. La marche lente des glaciers imprime sa marque à la montagne. On dirait un fleuve solide, une langue coulant dans un lit de rochers, masse blanche qui s'étale, s'étrécit, se diffracte, grimpe sur les parois, plonge dans les ravins, se fendille et se brise. Des blocs s'écroulent les uns sur les autres, glissent puis se figent dans un ballet esquissé avec la gaucherie d'un paralytique. Freezing. Soudain blocage. Barres obliques, linéales, incises, fractures, verrous, goulottes. Le glacier ressemble à une page blanche sur la presse du temps. La fonte des glaces y inscrit son nom en bas de casse.
De grands blocs de silence parlent entre eux au bord du monde. Nul ne sait ce qu'ils se disent tant la langue du froid retient leur souffle. Un jour peut-être, quelqu'un viendra pour traduire le crissement de la glace contre les parois. Le froid ne se tient pas à distance de l'effondrement. Il perpétue son origine sans se soucier du vide qui l'entoure. Lorsque ses lèvres gercent, l'air crevasse les gamètes du vivant. La langue du glacier s'appauvrit puis se recharge, s'appauvrit puis se recharge. Sa patience est verticale. Quand elle meurt, c'est au soleil qu'elle chante. Sa renaissance, elle la doit à la morsure silencieuse de l'hiver. Les mots de la glace ruissellent de lumière. Ils avancent dans le silence blanc. Aucune trace n'est visible. Toute ponctuation l'indiffère. La banquise n'est pas encore entrée dans l'alphabet des heures. Quand son kayak se glisse dans un étroit chenal entre deux morceaux de banquise, le jeune Inuit sent l'invisible de glace travailler doucement en lui. Il convoque les esprits, célèbre la déesse de la mer, Nanook et les animaux marins. Puis, il dérive entre les falaises pour retrouver la voie de sa naissance dans les eaux de sa mère. Demain, le brise-glace venu d'Europe ne frappe pas tant de manières pour forcer le passage dans la mer gelée. Avant l'invention des réfrigérateurs, des tonnes et des tonnes de glace lui étaient prélevées chaque été, mais il se rechargeait durant l'hiver, le glacier du Trian, qui s'invitait à la table des brasseries. Extraction, transport par le col de la Forclaz, Martigny, Wagonnet, puis Lyon, Marseille, Paris. 20 à 30 tonnes de gros blocs prélevés chaque jour, conservés dans des glacières, découpés, fragmentés, expédiés et vendus par des marchands de cubes de glace. Conservation des aliments, crémiers, poissonniers, sorbets, pastis. Fin du petit âge glaciaire. Début de l'ère industrielle. Bon an, mal an, il faisait ce qu'on attend de lui, le glacier du Trian. Sur une photographie, en excursion en 1916, l'arrière-grand-mère d'une glaciologue de notre temps, corsage blanc, canne ferrée, beaux souliers du dimanche, robe de lainage, chapeau de feutre, comme au jour de ses noces, pose fièrement sur la mer de glace. Derrière elle, l'immense combe gelée serpente jusqu'au plus haut sommet. Partout des crevasses béantes, des remous, des méandres, des dormants, des rapides, des cataractes saisis dans leur chute. La brusquerie sauvage des crues, les pierres de cristal, les éclats, les gadins et les rives boisées. Elle pose devant le fleuve suspendu au flanc des montagnes, devant l'immense lac tempête gelé d'un coup, sans songer à la guerre, à la fertilité de la terre, aux siècles à venir, comme si l'éternité se trouvait là, étendue sous ses pieds. Elle pose à la verticale du jour, l'arrière-grand-mère de glace.
Massif des Diablerets, Alpes bernoises, 15 août 1942, 17 juillet 2017. Ils sont partis dans la montagne, mais ne sont jamais revenus, Francine et Marcelin. Leurs 7 enfants dans la vallée, cet orphelin, dont les parents s'en sont allés. La peur, le froid, l'hypothermie, sur le glacier, ils ont dormi. N'aie crainte, ma compagne, je le connais comme ma poche. Viens, glissons-nous entre les roches. Dans le hameau de Chandolin, l'espoir déjà vire au chagrin. 75 ans seront passés, d'un bloc de glace, ils sont sortis, Francine et Marcelin, qui sans retour étaient partis. D'une crevasse emprisonnée, leur corps dans la glace enlacé. Les époux du moulin pour une nuit, pour un serment. Toujours glacier rend ce qu'il prend. Yosemite National Park, Californie, octobre 1933. 2 naturalistes, Matthew Beatty et Charles Harwell, effectuent une mission de routine sur le mont Lyell, point culminant du Yosemite National Park. Dans le glacier soudain, comme derrière une vitre, l'œil vif, exorbité, les cornes recourbées, un mouflon des Rocheuses les regarde à travers la glace. Un mouflon mort il y a plus de 200 ans. Depuis, l'espèce a déserté ces lieux. Emporté par une avalanche, tombé au fond d'un trou béant, glacé, figé, gelé. Toujours glacier errant ce qu'il prend. Alpes de l'Eustal, 19 septembre 1991. Un couple de randonneurs allemands, Erika et Helmut Simon, découvrent par hasard l'une des plus anciennes momies connues au pied d'un glacier. Genre, masculin, taille 1,65 m, poids 60 kg, âge supposé 45 ans. Caractéristiques physiques, jambes trapues de chasseur-cueilleur, incisives écartées, dents du bonheur, vêtements de peau, chaussures rembourrées de foin, signe particulier, pointe de flèche fichée dans l'épaule. Ötzi, homme des glaces, Homo sapiens du néolithique, resté plus de 5000 ans dans le ventre du glacier, tu reposes aujourd'hui dans une chambre froide du musée archéologique du Haut-Adige en Italie. Toujours glacier errant ce qu'il prend. En surface, la glace a des tournures de vieille bête. Sa peau se flétrit, ses mains se ratatinent. Tout en haut, son front se ride, sourcils arqués, la rimaille court en zigzag le long de la rupture de pente. Des branches cèdent. Avec gravité, la masse glacée s'éloigne de sa base immobile. Plus bas, d'autres fentes grimacent déjà. L'infranchissable tend la corde du sacrifice jusqu'à la rupture. Les galoches de la montagne raclent le long des roches. Sur l'œil du glacier, déjà, la paupière du danger se plisse. « 15 mars. Qui veut écrire sur la disparition des glaciers doit débuter par la forme énumérative.
grésil, neige, flocons, glace, glacier, glaçon. La langue française dispose de si peu de mots pour évoquer ce qui m'occupe. Étrange sentiment, pour une glaciologue française, d'être une atrophiée du langage face à mes confrères scandinaves. Malheureusement, l'état des glaciers de France et ce que je soupçonne ici augure mal d'un prochain accroissement du lexique. Ce matin, 1000 nuances de blanc, de bleu et de vert habillent le paysage. Le froid polaire, le silence et la limpidité du ciel créent une étrange sensation d'immobilité, comme si le monde était immuable, comme si les lieux où je me trouve ressemblait encore à ce que l'explorateur français Jules Dumont d'Urville avait découvert en accostant ici, en 1840. Soulagé de trouver une terre en Antarctique après des mois de navigation hasardeuse à travers les océans. Une terre qu'il baptisa Terre Adélie, en l'honneur de son épouse, Adèle. « 16 mars. Comment vivras-tu dans 20 ou 30 ans, toi, la fille que je n'ai pas encore? Dans quel monde les enfants auxquels tu donneras à ton tour la vie grandiront-ils? Le temps est un vertige. L'inquiétude me glace. Que faire? Des traces calligraphient le silence sur la toile de l'hiver. Printemps venu, la main du soleil provoque des éclosions dans le pergélisol. Il n'est pas d'autre frontière. Entre eux, la chaleur aussi a brisé la glace. Bientôt, ils fonderont une famille, avec l'espoir que l'écosystème polaire suffise à nourrir leurs descendants lors des prochains millénaires. Sous le manteau de neige, 1000 et 1000 couches de glace. Ici, l'horizontalité est verticale. Elle détient les archives du temps. Quand l'eau clapote sous la glace, le printemps chante en langue claire. Ici, le permafrost n'est plus qu'un sous-sol bourbeux, un sous troué par où passe le soleil. Ici, le permafrost nous rend la monnaie de la pièce.
17 mars. J'aime ces moments où nous espérons atteindre des couches de glace vieilles de plusieurs siècles. Ces carottes d'une dizaine de centimètres de largeur et d'1 mètre de long que nous ramenons les unes après les autres à la surface, dans un voyage presque immobile à remonter le temps. Plus le carottage est profond et plus nous descendons les escaliers du temps. Centimètre après centimètre, nous nous enfonçons dans les strates gelées de la mémoire, là où personne n'est encore allé. « 19 mars. Prendre soin du vivant. Et si c'était d'abord cela, le sens de notre vie sur Terre? Chaque glacier qui fond est un conservatoire du vivant qui disparaît. Le monde compte aujourd'hui 274 531 bibliothèques d'Alexandrie livrées aux flammes. Quand j'arriverai au bout de ce carnet, serai-je parvenu à déchiffrer la langue des glaciers? Que restera-t-il des glaciers d'Europe et des glaciers tropicaux, en Afrique ou en Amérique du Sud, si le réchauffement climatique franchit la barre des 2 degrés Celsius avant la fin du siècle? Rien. Nous le savons. Ils disparaîtront. « 22 mars. Ils sont partout, les nouveaux sauveurs de la planète, ceux qui prétendent que la technologie viendra retarder ou stopper la fonte des glaces. Scientifiques, poètes, activistes, unissons-nous. Les véritables terres rares, elles sont là, sous nos yeux, en Arctique, en Antarctique, dans les glaciers de montagne. Partout où la glace assure des ressources en eau et une conservation durable du vivant. Écrire le vol du pétrel des neiges dans l'échancrure du rivage. Peindre la dérive des glaces de mer avant qu'elles ne disparaissent. Ont-ils encore des noms, les glaciers qui n'existent plus? Le monde brûle, mais je l'aime. On l'a vu se racornir au fond de son lit, lentement, lentement, jusqu'à n'être plus qu'une petite chose. On l'a vu perdre son éclat, sa vigueur et son souffle, s'époumoner et s'assombrir, s'égarer dans les méandres d'une douleur sans retour. On l'a vu se débattre dans les sangles du jour, pleurer toutes les larmes de son corps, se recroqueviller, puis se tordre comme une bête à l'agonie. On l'a vu
ruisseler de chagrin à l'approche de la mort, puis se terrer, puis se taire. L'eau et la terre, l'os et la pierre. Elle glissait depuis longtemps sur une mauvaise pente. Son corps se défaire dans le sol, 1000 et 1000 bulles éphémères, son corps nourrir les racines de la vie, et puis la cendre, et puis le vent. Son corps se briser, ramper jusqu'à dévorer son ombre, tomber, descendre, d'ablation en écoulement, peau crevassée, fracture, fissure. On l'a vu s'en aller sans se retourner, l'empreinte d'une main sur la pierre, l'autre gisant sous la pierre, comme séparée d'elle-même, détachée, immolée, feu la glace. Il plonge ses hydrophones dans le ventre du glacier Morteratsch, Alpes suisses, l'artiste sonore qui enregistre le son des profondeurs. Bulles d'air, eau de fonte, gargouillis, ruissellement, craquement, grincement, ruisselle, gargouillissement, claque, craque, grincement, chointe, siffle, bruissement, ruisselle, gargouillissement, claque, craque, grincement, claque, craque, grincement, chointe, siffle, bruissement, ruisselle, gargouillissement, chointe, siffle, bruissement. Un monstre vient de rôter. Borboring, déglutition, glougloutement, il vient de péter, cliquettement, bruit d'orage et de chaîne, cataracte, tonnerre. Quel animal? Une baleine? Une orque de glace? Un dieu qui n'est pas encore mort et... cette voix, ces feulements, ce goutte à goutte de caverne, ce frottement dans les fentes, ces vagissements, ces graviers, ces pas. Des oiseaux? Des singes? Des froissements de feuilles, des insectes sous la glace, survivance des forêts humides. Stridulation, crissement, cri-cri, crying eyes. Les voici, les 1000 petites bulles d'air qui font plop, 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 à la surface du vivant et disparaissent à jamais dans l'aphasie des pierres. Plus il est vivant, plus il meurt. 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 Il plonge ses hydrophones dans le ventre des glaciers, l'artiste sonore qui refuse de réduire au silence la voix des lichens et des herbes. La voix de la montagne et des pierres, la voix des eaux, des ruisseaux, des rivières, la voix des animaux, des insectes, des crustacés, la voix de celles et ceux qui n'ont pas droit à la parole. Avec lui, le glacier est une personne. Le glacier rit, parle, chante et pleure. Le glacier tempête, le glacier gémit, le glacier gît, le glas gît, le glas, le... Stimmrecht, dit-il en allemand d'une voix forte. Droit à la voix, droit de vote. Il plonge ses hydrophones dans le ventre des glaciers, l'artiste sonore qui fait entendre la langue que l'on arrache. Catastrophe évitée de peu.
glof, glof, glof. Écoulement des eaux de fonte. Glof, glof, glof. De l'eau, des flaques, de l'eau, des flaques. Glof, glof, glof. Glougloutement soudain dans les gorges de glace. Glof, 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 glof. Et voici que ça chointe, que ça bruisse et clapote. Voici qu'un monde s'écoule avant de s'écrouler. Voici qu'une risée asperge d'autres risées, qui aspergeront d'autres risées, jusqu'à gicler par tous les pores de la peau crevassée du géant à l'agonie. À gros bouillon, tourbillon, ondoiement, petit typhon, tour à tour, bout, limon, alluvion, emporté, lessivé, tracté dans le labyrinthe des glaces, jusqu'au bas-fond, jusqu'à la souille, dans les margouillis, l'éclaboussure, la bouillasse, la gadoue. Catastrophe évitée de peu. 13 juillet 2010. Une poche d'eau de 65 000 m3 est constatée sous le glacier de Tête-Rousse, au pied de l'aiguille du Goûter, dans le massif du Mont-Blanc. Les travaux de forage engagés pour la vidanger auront peut-être évité une catastrophe dans la vallée de Saint-Gervais. Glof, glof, glof. Dans le ventre du glacier, des cataractes d'eau vive font à nouveau tourner les aiguilles du temps. Glof, glof, glof. Le long des parois, des gouttelettes lustrent la glace. Glof, glof, glof. De grandes orgues font une symphonie que la lumière orchestre. Glof, glof, glof. Des stalactites, perles de peur. Tsunami dans l'Himalaya. Déferlante d'eau et de débris dans la nuit du 3 au 4 octobre 2023. Des milliers de personnes vivant le long de la rivière Tista, en Inde, ont dû être évacuées en urgence. Glof, 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 glof. Ce qui se vide n'aura bientôt plus de nom. Tout s'accélère, tout dévisse. Glof, Glacial Lake Outburst Flood. Vidange brutale d'un lac glaciaire. Brusque rupture de la poche des eaux. Rupture de la digue de glace, rupture de la moraine. Tout cède sous la pression de l'eau. Glof, glof, glof. Quand le ventre des glaciers perd les eaux, la montagne accouche d'une catastrophe. Glof, glof, nul ne recueille l'eau répandue. Glof, vidange dévastatrice, crevasse, crevure, glof. Menace intraglaciaire. 2 nouveaux lacs, totalisant un volume de 40 000 m3, se sont reformés sous le glacier de Tête-Rousse. Détectés en 2019, dans la partie haute du glacier, ils ont été aussitôt vidangés. Cette gigantesque poche d'eau de fonte s'est néanmoins reformée dans la Rimaille. Elle compterait quelques 60 000 m3 en 2025. La Bérarde, 21 juin 2024. Pour lui, le bord du monde est vertical. Il escalade les pentes, chante dans les alpages, respire l'air des sommets et trace de grands cercles dans l'espace pour s'accorder à la géométrie du monde. Sa tendresse est laine de brebis, sa vitalité saut de bouquetin, son regard pousse de mélèze un matin de printemps. Et la lave de ses pensées façonne le socle de la terre. Il vit ici avec les pierres, avec la neige, avec le vent, mais comme il le fait depuis 1000 ans. Mais la montagne s'en est allée, en une crue, en une nuit, pierrier reclus, champ débouli. Blatten, 28 mai 2025. Ils ont évacué le village, vidé les cœurs et les maisons, sans savoir quand, sans savoir si ou plus jamais.
Lorsque les laves torrentielles, l'avalanche de glace, de roches et de boue ont déferlé sur la vallée, le glacier de Birch et la rivière Lonza ont laissé monstres et sorcières avaler des arpents de terre dans une danse primitive. L'arche du monde s'est effondrée. Lochenstall secret, masque d'effroi, Lochenstall défait, masque de peur, sur le visage tuméfié un tout petit pays. Elle chante dans la vallée, mais geint dans les hauteurs la langue du glacier. Névé, langue glaciaire, longue vallée qui ne retient plus ses larmes, te voici percluse, désormais gorgée de pierres. Entre roche et glace, deux lèvres s'ouvrent, rimaillent un cri, une crevasse. Les séracs ne savent plus où s'arrimer. Hier, le grand amas de glace avançait lentement dans le silence de l'hiver. Aujourd'hui, course folle des eaux vives, pâturage spongieux, insectes batraciens. Tout un monde naît de cette mort. Moraine, qui meurt ici. De quelle haine? Le recul du glacier accélère le recul du glacier qui accélère le recul du glacier qui accélère le recul du glacier. Quand s'avance le glas et que la scie du réchauffement climatique découpe des pans entiers de la montagne. Le glas, la scie, le glas strié, le glas scié, glacier, glaciaire, glace, hier. En l'an 2025, l'inventaire des glaciers comptabilisait 274 531 glaciers à la surface de la planète. 274 531 glaciers, 274 530, 274 500, 274 500, 274 000, 274, 260, 200, 2. Les gouttes d'eau ressemblent au zéro qui tombe, tombe, tombe lorsque la température cesse de tomber en dessous de zéro. Les glaces en fondant ont excavé le paysage. Elles ont griffé les parois, dessiné des ravines, creusé des combes et dévissé l'écrou de la montagne. En fondant, les glaces ont éloigné la main du soleil de la courbure des gorges. L'ombre s'est fait un chemin dans les fissures, des profils se sont abaissés. L'eau est entrée en religion. Elle chantait, riait, dansait, promettait une vie éternelle que 1000 épiphanies propageaient dans les prairies. Puis, lentement, année après année, saison contre saison, le silence des pierres a fini par museler la cantate des eaux de fonte. L'ombre a tordu le cou aux amulettes. Amas de blocs, débris de roches,
Caillasse, cône débouli, glissement de masses erratiques, abruptes d'arrachement, écoulement chaotique, formes abrasives, versant d'érosion, ravins, ravines, formes de toute taille. Dépôliments, rivières minérales, renflement de matière, tertres éminences, broyages de pierres, bourrelets noircis, blocs, galets, cailloux, séracs, black poulets, graviers perdus des interstices. Moraine, vous qui crissez dans le cerveau des glaciologues, vous êtes ce qui reste quand tout a disparu. Si peu de terre, immortel stérile, en d'incessants transports immobiles sur le tapis roulant des mouvements planétaires, dans l'illusion d'un bombardement cosmique, là où les dieux ne mettent plus les pieds. Le lit de leurs ébats ouverts au vent du monde. Les séracs sont les pirates de la montagne. Ils ne savent rien de l'histoire qui les emporte et ne trouvent au soir de leur vie aucun endroit stable où déposer leur butin. Ils rêvaient de partir, ils rêvaient de rester. Longtemps, ils disparaissaient jusqu'à la mer en été, mais se réinventaient en hiver comme ces oiseaux migrateurs dont le plumage gonfle dans le froid. Aujourd'hui, leurs rêves sont des pierres éboulées. Que se passera-t-il si remontée d'eau chaude vers zone froide, si fonte des glaces, atrophie de la banquise, masse d'eau douce, si dérive et chavirement d'immenses icebergs, afflux soudain d'eau de fonte, baisse de salinité des océans, montée des eaux? Que se passera-t-il si circulation interrompue, coupure soudaine, courant marin? Si Gulf Stream ralentit, affaibli par réchauffement des océans polaires, adouci par fonte des glaces? Brusque changement climatique, zone côtière, niveau des mers, impact de biodiversité marine, vie, nutriments, méga-feux, inondations, ouragans, typhons, cyclones, dérèglements, pluies torrentielles, sécheresse accrue, vagues de froid, dômes de chaleur. Que se passera-t-il si piégeage carbone ralenti, augmentation de CO2, plus chaud, plus froid, plus chaud, perturbations, signaux d'alerte, accélération, intensification, durée, fréquence, rouge. On nomme langue cette avancée, ce mouvement qui charrie sédiments, débris de mots et paroles gelées. Langue, ce raclement de la base au sommet, ce voyage, on veut croire immobile, vers les vallées où les ruisseaux convergent. Langue archaïque gorgée de nuit. Langue de l'extrême où le froid voisine avec la raréfaction de l'air. Langue de cristal blanc, bleu, translucide et opaque. Langue source, langue blanche, première des couleurs. Langue des grands miroirs qui protègent la terre. Langue véhiculaire que nous écoutons, que nous buvons, qui s'incorpore en nous. Langue qui ne sera jamais réductible à sa morphologie, à ses phonèmes, à ses fontes. Langue qui se donne dans un suspens lentement, très lentement, comme ce frisson continuel à la verticale de soi. Langue enlevée aux parois, désarrimée, enrimaillée. Langue d'arrachement, d'exil et de vertige, d'apic et de crevasses, de cicatrices qui ne se camouflent pas. Langue qui marque l'empreinte de la brisure et qui chante en attendant la mort. Langue bien pendue qui déchire ses aubes claires. Langue natale et minorée, non sue, non apprise, jamais traduite. Glacier, langue abolie, langue coupée, langue perdue. Il est temps d'apprendre votre grammaire.
d'identifier les phonèmes de vos paysages sonores, d'enregistrer les échos qui roulent dans un tonnerre de vallée en vallée. Il est grand temps d'écouter ce que vos chants ne disent pas, de pister les modulations de vos dérives, de répondre à la question muette des grands espaces en train de fondre. Il est urgent de jouer sur le clavier jour-nuit de nos attentes incertaines, l'adagio sostenato des rimailles qui s'écartent, le staccato des crevasses qui se creusent, l'allegretto des torrents qui dévalent les pentes comme des fleurs de printemps dans l'abîme. Il est temps, urge-temps, surge-temps de traduire la sémiotique glaciaire dans toutes les langues du monde. Nous, glaciers de la planète, immense réserve d'eau douce, source de vie. Nous, sol gelé de l'Antarctique et du Grand Nord, inland 6 groenlandais, banquise incommensurable, désert polaire, glace de mer, calotte glaciaire, entité non humaine mais ô combien vivante de la cryosphère. Nous, glaciers des Pyrénées où le pire naît toujours du feu. Nous, glaciers de l'arc transfrontalier des Alpes aux 82 sommets de plus de 4000 mètres, flèches qui filant vers l'azur retombent dans le miroir des lacs. Nous, glaciers des tropiques situés entre Cancer et Capricorne, en Afrique et en Amérique latine. Nous, glaciers des cordillères américaines qui relions l'Alaska à la Terre de Feu. Nous, glaciers des chaînes himalayennes qui domptons les nuages pour alimenter les plus vastes bassins fluviaux du monde. Nous, qui vivons au-delà des arbres, dans l'entre-deux de la terre et du ciel, qui participons de 3 règnes élémentaires, l'eau, l'air, la terre, et gardons au secret le feu de nos métamorphoses. Nous, ressources premières, premier état de la matière, liquide amniotique de la terre nourricière. Gaïa, Gayatri, Pachamama, Terre-Mère, Madre Tierra, Mother Earth, selon le nom de vos cosmogonies. Nous qui avons connu toutes les ères depuis la création du monde, mais qui voyons à minuit moins 70 secondes une espèce faire main basse sur toutes les autres espèces. Nous qui sommes partie prenante de l'histoire géologique et climatique de la Terre, mais qui perdons en eau l'équivalent de 3 piscines olympiques à chaque seconde de votre vie. Considérant notre mise en péril imminente, la perte irrémédiable de bon nombre d'entre nous et la désolation qui suit notre disparition. Considérant vos forages, vos ravages, vos saccages, vos ruées vers l'Arctique, vos ruées vers la mort. Considérant vos sociétés productrices de charbon, de gaz et de pétrole, vos exploitations offshore et terminaux méthaniers, votre tempérament d'ogre insatiable, vos pulsions excavatrices, votre rapacité. Attendu que des centaines de millions de personnes dépendent de nous, que les populations littérales seront bientôt submergées, que les pauvres sont toujours les plus impactés. Nous, sentinelles du climat, baromètre du vivant, archives de la planète, présence amont de tant d'autres présences. Demandons que soient proclamés à l'échelle mondiale des droits équivalents à ceux des droits humains. Respect de notre intégrité physique et de notre existence. Préservation et maintien de nos cycles vitaux, de notre nature et de nos fonctions. Possible régénération de nos espaces endommagés. Dans ce temps qui est à l'œuvre, face au risque accru d'effondrement, devant tous les embrasements possibles de la planète, nous sommes, par notre seule présence, le changement d'état, la blancheur éclatante, l'éternel éphémère, la dureté fragile
et la beauté du monde qui font entre nos mains. Et la beauté du monde qui fond entre nos mains. Merci. Merci infiniment pour ces applaudissements. On me dit que nous avons encore 4 minutes avant la fonte complète de cette soirée. 4 minutes pour adresser de chaleureux remerciements. Alors, bien sûr, tout d'abord, à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, Olivier Chaudançon, son directeur, Patrick à la lumière, bravo, merci, et Adrien au son. On ne fait jamais rien tout seul, vraiment. Et donc, je ne peux pas ne pas nommer les artistes sans lesquels cette soirée aurait été très, très différente. Beaucoup moins bien. Alors, d'abord, à mes côtés, je vais peut-être même leur demander de venir sur scène, non? Ça se fait? Bah oui, hein. Alors, il y en a un qui est déjà là, hein, bien sûr. C'est Rémi Perret. Et voilà. Et Patricia Odo qui va nous rejoindre, parce que vous avez entendu sa voix tout à l'heure. Merci Patricia. Des artistes sonores. Ce qu'ils font, c'est génial. Voilà, parce qu'on a le droit de vous le dire, on n'a rien répété. On s'est parlé 2 fois au téléphone, et c'est tout. Voilà. Et alors, on va le dire, hein, je ne sais pas si c'est un scoop, mais ils sont en train de créer une maison d'édition, Les Cris du Son. Et à partir de la fin de l'année, début janvier, ils vont sortir des tas de choses que vous pourrez entendre. Voilà. Donc, l'aventure va continuer. Pardon, ces images sont jolies, Francis. Francis Joly, merci infiniment, viens nous rejoindre. Alors, ces images fabuleuses que vous avez vues des glaciers d'Islande, il nous a avoué 5 minutes avant qu'il y avait une photo qui a été prise depuis le TGV du côté d'Avignon. Oui. Hein? Voilà. Le profil que vous avez peut-être vu à un moment donné est un vrai profil que l'on voit du TGV avant d'arriver à Avignon. Fantastique photographe, Francis Joly. Merci pour ta générosité, parce que, voilà, ça c'est vraiment cadeau, cette vidéo formidable. Je sais que je t'ai gâché quelques soirées. Un petit peu, hein, on peut le dire. Hein, voilà, c'était un peu court. Alors, je veux absolument nommer Maison SZ, Esther Zak. Alors, elle va peut-être arriver, ne saute pas, hein, descend tranquillement nous rejoindre pendant que l'image continue à défiler derrière nous. Alors, Maison SZ, c'est un atelier à Marseille qui a travaillé ces derniers temps dans le cadre d'une performance et d'une très belle restitution dans le cadre des journées portes ouvertes des ateliers de Marseille. Je veux nommer quatre personnes. Alors, une seule est présente ce soir, mais les autres sont dans notre cœur. Camille Durand-Rival, qui est motion designer. Donc, une partie de ce que vous avez vu, c'est le talent de cette jeune femme, Camille. Valentine Ezavine, réalisatrice et poétesse. Vous avez entendu sa voix à 2 reprises ce soir. Héloïse Laurent, qui vit en Sicile, je crois, et qui est graveuse sur pierre et typographe.
c'est pour le spectacle de ce soir qu'elle a gravé le mot que vous voyez, vivez. Je n'ose même pas imaginer combien de temps il faut, d'abord pour trouver la pierre dans le lit des rivières italiennes et ensuite la graver. Voilà. Puis ensuite, cette pierre, on n'osera pas demander à Esther comment vous avez fait pour filmer tout ça, mais bon. Esther Zak, ah ben elle est là. Alors, directrice artistique, typographiste et maquettiste de ce livre. Donc, si vous voulez en savoir plus sur son travail, moi je l'ai rebaptisé Typoglace. Voilà, elle a fait un travail de typoglace. Comme certains sculptent la glace, eh bien, elle, véritablement, sculpte les mots, sculpte les lettres, met les textes en espace. Donc, c'est vraiment un travail formidable. Et puis, en plus, elle a fait un formidable travail de direction artistique. J'ai presque fini, hein. Mais je ne peux pas ne pas remercier la géniale équipe de la maison d'édition. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'elles ont aménagé mon temps, mon espace de travail, pour que je puisse... Elles m'ont mis au frais pendant quelques temps pour que je puisse écrire ce livre. Alors, merci à Caroline Morello, qui est là. Merci à Jeanne Sanchic, qui est là aussi, peut-être, je ne la vois pas, mais voilà. Merci à Ariane de Fauconnier, mon éditrice. Merci aux auteurs et aux autrices de la maison qui sont là, ça me fait battre très fort le cœur. Je ne peux pas tous et toutes vous nommer. Et je terminerai juste par une personne, un nom qui vous rassemble tous, Muriel, qui m'a souvent fait fondre. Et merci à vous. Et on peut se retrouver à l'extérieur. Voilà. Merci à vous. Merci à Bruno.